Salut à tous, nous voilà repartis pour une demi-heure de discussion autour de l'actualité économique du moment. Puis là, on est alors pour le coup vraiment en plein dedans. On va passer une demi-heure avec Guy Mamoumani, vous le connaissez si vous nous regardez régulièrement. Entrepreneur, défenseur intransigeant, absolu de la révolution numérique. Mais justement, il ne faut plus dire révolution, nous dit Guy Mamoumani. On va parler de tout ça, il vient d'écrire un bouquin, on va en parler ensemble pendant une demi-heure. C'est parti, c'est Bismart. Faut plus dire révolution, Guy. Il faut dire mutation. Transformation. Voilà. Oui, bon. Parce que la révolution, elle est presque déjà passée. C'est l'avènement d'Internet. Aujourd'hui, on passe dans un niveau de maturité par rapport à l'utilisation du numérique dans notre quotidien. Alors, ton bouquin s'appelle « Pour un numérique humain ». C'est la seule critique que je vais faire, c'est sur le titre. Oui. T'aurais peut-être pu être plus inventif. Voilà, non, parce qu'il est absolument... il dit exactement ce que je veux exposer. D'ailleurs, j'en profite pour faire un petit clin d'œil. Je t'en prie. Il y a un ami qui a mis le titre de mon livre sur ChatGPT. J'ai vu ça sur LinkedIn, voilà, oui. En disant même pas que c'était moi qui l'avais écrit, eh bien... Je suis heureux de voir la critique de ChatGPT qui a repris exactement mon sujet grâce au titre. Oui, mais justement, c'est pas une très bonne nouvelle parce que ça veut dire que c'est quelque chose d'un petit peu banal, d'un petit peu commun, ce que n'est pas ton livre justement. Mais bref, non. Je referme la parenthèse. On s'en fout du titre, Guy. L'important, c'est pourquoi tu écris ce bouquin, parce que on a le sentiment, tu décris le sentiment d'un numérique qui a changé de dimension avec l'intelligence artificielle et qu'on est devant quelque chose. Je crois que tu emploies le mot anthropologique 2-3 fois, mais en tout cas qui remet en cause les fondements de l'humanité. Il faut dire les choses comme ça. En tout cas, des gars comme Elon Musk, par exemple, disent les choses comme ça. Oui. C'est ça le cœur du bouquin, on est d'accord. C'est exactement le sujet. C'est exactement le sujet. Il y a quelques années, j'avais écrit un livre qui s'appelait « L'apocalypse numérique n'aura pas lieu », qui était finalement une sorte de défense de la révolution numérique. Et puis c'est vrai, en novembre 2022, est apparu ChatGPT et qui a remis d'actualité tous ces sujets en donnant une perspective absolument incroyable sur la transformation numérique et qui touche chacun d'entre nous. Et c'est pour ça que c'est une révolution anthropologique et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle a créé de l'anxiété. Ça va au-delà du numérique en fait. Et ton bouquin insiste beaucoup là-dessus et en ça je trouve très bien. C'est le progrès. Exactement. C'est un bouquin plus sur le progrès que sur le numérique. Alors, tu cherches à le définir. Oui. Tu cites Victor Hugo. Oui, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de discussions. Il y a des philosophes qui écrivent sur la destruction de l'humanité par le numérique. Et moi, j'ai la conviction que c'est un progrès. À une seule condition quand même. Alors, j'ai cité Victor Hugo, mais c'est surtout Bergson que j'aime beaucoup, qui dit finalement le futur n'est pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons en faire. Donc, tout l'objet du livre, c'est montrer quelles sont les conditions pour s'approprier cette transformation numérique. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi. C'est Victor Hugo qui est bien plus pertinent. Oui. Victor Hugo parle d'un élan collectif. Oui. Bon, non. Voilà. Et tout le sujet, et là, on va parler évidemment de ta carrière de prof, etc. Tout le sujet, c'est d'embarquer l'ensemble de ceux qui se sentent à l'écart. C'est le même sujet, j'ai presque envie de dire, depuis... les chocs pétroliers depuis la fin des années 70. Essayez d'embarquer tous ceux qui se sentent à l'écart. Tout à fait, rien à ajouter. Oui, mais si, parce que c'est à cette condition-là que c'est un progrès. Absolument. Sinon, c'est pas un progrès. Mais bien sûr, il faut rappeler quand même qu'il y a près de 13 millions de Français qui ne sont pas embarqués pour l'instant dans la transformation numérique, pour différentes raisons. Mais c'est absolument impossible, inadmissible. Alors, des problèmes avec l'accès à Internet. Bon, ça, il faut le régler, l'accès à Internet pour tout le monde. Des problèmes... Là-dessus, on a le plan fibre, etc. Oui, mais ça va formidable. pas assez vite. Ouais, attends, ça va à fond. Attends, moi-même, je suis... Dis, tout est là. Une maison en Normandie, j'ai même pas Internet. Alors, si, t'as Internet parce que... Par la box. Tu prends Starlink. Ben oui, voilà. Oui, d'accord. Oui, mais attends, c'est la deuxième condition, c'est les moyens. Et là, je rends hommage à des associations comme Emmaüs Connect, etc., qui s'adressent à l'ensemble des personnes qui n'ont pas les moyens de le faire. Et donc ça, c'est très important. Et le troisième point, qui me paraît d'ailleurs presque l'essentiel, c'est l'électronisme. Il faut quand même dire, et c'est ce que je raconte dans le livre, qu'il y a des millions de gamins qui sont des champions des jeux vidéo, des champions des réseaux sociaux, et tu leur demandes de remplir leur feuille d'impôt ou je ne sais quoi en ligne, qui ne sont pas capables de le faire. Et donc là, il y a toute une éducation, une formation à faire, et c'est presque mon message, disons, le plus important.
Et c'est de la faute des formateurs ou c'est de la faute de ceux qui ont fait le design de l'ensemble de ces systèmes et qui ne sont pas justement en phase avec la façon dont les plus jeunes vivent aujourd'hui le digital et le numérique? Alors, en tant qu'entrepreneur du numérique, je dois aussi, ex-président du Syntec numérique, faire un certain mea culpa par rapport à ça. Parce que si on développe des applications qui sont inaccessibles pour chacun, eh bien, on est responsable. Donc, il y a tout un travail à faire. D'abord, pour faire des applications qui sont transparentes, qui soient faciles d'accès, mais aussi qui soient accessibles, eh bien, aux handicapés, aux malentendants. Et donc, tout ça doit se faire maintenant. C'est marrant parce que tu rends hommage au... Comment ça s'appelle? Le centre de paiement des amendes. Voilà. Je dis que c'est extraordinaire. Ah ouais, les mecs, j'avoue, les mecs ont fait un boulot de dingue. Je sais pas si je l'ai précisé, je me rappelle plus, mais c'est quand même Open qui a développé cette application. Voilà. Non, tu le précises pas. D'accord. Alors, premier conflit d'intérêt. Il y en a un autre dont on parlera tout à l'heure. Non, mais pas par conflit d'intérêt, c'est juste que je n'y ai pas pensé. Et c'est vrai que c'est une application qui aujourd'hui, comme les impôts, voilà, est absolument formidable. Moi, je paye pas. J'ai tellement conflit d'intérêt que je paye plein d'amendes et ben je vois comment ça se passe. Il n'y a pas de secret. Quand l'État a vraiment besoin d'aller chercher la ressource, il sait s'adresser à ceux qui font les choses correctement. Revenons sur donc cette comète ChatGPT qui est tombée, là, voilà, effectivement, comme tu le dis, il y a 18 mois, qui fait s'interroger un certain nombre de dinosaures dont je fais partie. Alors, il se trouve que là, on est parfaitement en lien avec l'actualité, puisque l'Europe a passé donc l'AI Act. J'ai vu Madame van der Leyen se féliciter de ce que l'Europe soit la première au monde à réguler l'intelligence artificielle. Heureusement, tu vois l'ironie du truc, c'est assez dingue. Bon, alors, le bouquin a été écrit, je sais pas, mais il y a forcément quelques semaines. 1 an et demi. 1 an et demi. Oui. Tu dis, cette régulation, le continent peut en être fier. L'Europe, peut-être. Tu continues à penser que l'Europe peut être... Je suis convaincu de ça. Alors, bien sûr, sous certaines conditions, c'est toujours pareil. D'abord, je voudrais préciser une chose. Tu as dit que c'est vraiment l'avènement de ChatGPT qui a été aujourd'hui, qui a remis en lumière tous ces sujets. Mais l'intelligence artificielle, ça existe depuis des dizaines d'années. Oui. Alors donc, il faut préciser une chose, c'est que ChatGPT, finalement, c'est quelque chose d'extraordinaire, hein, mais ça a été une interface, ça a été un cockpit pour laisser l'accès à l'ensemble de la société sur l'intelligence artificielle. Avant, c'était les informaticiens, il n'y avait pas n'importe lesquels d'ailleurs. Hein. Et aujourd'hui, c'est tout à chacun qui peut l'utiliser. Alors, à partir du moment... Exactement comme l'iPhone. Bien sûr. Exactement comme l'iPhone qui a été la porte d'entrée Internet dans nos avions. Exactement, c'est exactement ça. Alors on peut se dire, soit on fait comme les Chinois, hein, c'est utilisé par le gouvernement. Les États pour un système de surveillance. Dictatorial, système de surveillance, la note sociale, le crédit social, etc. On peut dire qu'on fait comme les Américains, hein, c'est-à-dire les Américains, c'est la guerre intellectuelle, la guerre, la smart war, etc. On peut le dire. Hein. Tu innoves et tu inventes avant de réguler quand même. Oui. Mais on peut dire aussi qu'on souhaite avoir un autre type de société, et c'est ça que je défends, qui n'est ni l'américaine ni la chinoise, et qui permet d'avoir un numérique, une intelligence artificielle au service de l'humain, et ça nécessite une régulation. Alors maintenant, on peut critiquer la régulation. Par exemple, l'AI Act a un gros défaut. Nous avons beaucoup travaillé avec une association qui s'appelle Impact AI sur ces sujets-là. C'est une appréhension de la régulation par le risque. Voilà. Et donc, il y a un petit côté négatif. Et d'ailleurs, le gouvernement français a essayé justement d'atténuer ça pour ne pas diminuer l'innovation, parce que c'est ça le risque, bien sûr. Okay. Mais il n'en reste pas moins que quand on a fait le RGPD il y a quelques années, tout le monde a crié de la même façon, et qu'aujourd'hui, 70 États ont fait un RGPD. Et c'est comparable au nôtre ? Inspiré, comparable, oui, on peut dire comparable. Oui, mais le diable est dans les détails quand même. Oui, bien sûr. Je lisais là, effectivement, ce que disent les entrepreneurs du numérique qui... donc, la France n'est pas parvenue à imposer sa ligne pro-innovation à Bruxelles. Question donc de la documentation des risques. Et la documentation, c'est pas une petite histoire, hein, on s'en rend compte avec, enfin bref, l'ensemble des injonctions qui pèsent aujourd'hui sur les entreprises. Et question de la transparence des données sur lesquelles s'entraînent les moteurs d'intelligence artificielle. Et j'ai découvert à ce propos qu'en fait, le secret était là. Voilà. C'est ça le truc. Bien sûr. Le patron de Mistral
donc la dernière fierté française en date, dit très clairement, notre secret industriel, c'est les données sur lesquelles s'entraîne notre intelligence artificielle. Bien sûr. Une IA sans données, c'est comme un moteur sans essence. Oui, mais ça veut dire que tu ne dois pas faire de transparence, parce qu'à ce moment-là, tu es en train d'ouvrir à tous tes concurrents le livre grâce auquel tu apprends à lire et grâce auquel tu travailles. Donc c'est pour ça qu'il faut gérer ça. Je ne dis pas que d'accord. qu'il ne fallait pas l'utiliser. Nous avons, aujourd'hui, quoi que nous fassions, nous laissons une empreinte qui est la donnée, une trace qui est la donnée. Donc des milliards de données. On en a besoin pour l'intelligence artificielle, parce que sinon, elle ne se nourrit de rien. Par conséquent, il faut trouver le moyen de le faire avec de la transparence, de l'éthique, de la responsabilité, pour ne pas qu'on en fasse n'importe quoi. Ça s'appelle une régulation. Alors maintenant, évidemment, il faut en faire une bonne régulation, mais je pense qu'on n'aura pas d'avènement de l'intelligence artificielle s'il n'y a pas de régulation. Oui, mais moi, je suis surpris que ça vienne si tôt. J'ai l'impression, parce que, comme tu le dis, tu as écrit il y a 1 an et demi, et d'ores et déjà, cette régulation était en tête. C'est-à-dire, tu as l'impression que le lendemain de la sortie de ChatGPT, Thierry Breton était déjà en train d'écrire un acte de régulation. C'est peut-être un peu trop précipité. On est d'accord. On est d'accord. Oui, parce qu'on aurait dû avoir un peu de retour d'expérience d'abord, je pense. Mais rien ne dit que... Et puis laisser fleurir les fleurs sur notre continent aussi, quand même. Mais je pense que cette régulation évoluera au fil du temps. Mais c'est quand même un très bon signal. C'est ça que je retiens, moi. Moi qui suis un entrepreneur et qui n'aime pas trop, justement, la régulation. Il y a toujours cette fameuse adage, les Américains inventent, les Chinois copient, les Européens régulent. On ne peut pas plus vrai. Oui. Mais il n'en reste pas moins que aujourd'hui, dans notre environnement, la régulation est une nécessité. Un point quand même, alors effectivement tu as raison, mais ça c'est un sujet qui commence à m'intéresser là, et puis j'y reviendrai. Tu as raison, évidemment, l'intelligence artificielle n'a pas démarré avec ChatGPT, mais si je parle business, si je parle dans la vie des entreprises, en fait ça n'était que déception. L'ensemble des systèmes qui embarquaient de l'AI pour notamment les fonctions support, comptabilité, finance, RH, etc., finalement c'était déceptif, et tu voyais des opérateurs qui se retrouvaient quand même à faire du tableau Excel derrière parce que le truc leur... voilà. Et là, bim, pour la première fois, on s'est retrouvé avec une sorte de résultat immédiat, automatique. Ça change tout. Ça change tout. Et on est au centre du propos du livre, c'est que ça ne sert à rien de faire des technologies qui ne soient pas accessibles. Et donc aujourd'hui, ChatGPT, l'intelligence artificielle générative en général, a permis d'avoir un accès au plus grand moteur de l'histoire de transformation. Et je crois que ça va être formidable, à condition quand même, d'éduquer, de former. Prenons l'exemple des services publics, par exemple. Vas-y. Voilà, les services publics qui sont critiqués. Franchement, pour aller faire une carte grise aujourd'hui, il faut être un... Non, la carte grise, c'est quasi automatique. C'est carte d'identité, passeport... Non, même la carte grise, non, même la carte... De toute façon, même une carte d'électeur, c'est pas évident, puisqu'on te demande de venir à la mairie. D'accord. On va pas parler carte grise, mais il se trouve que je l'ai faite très récemment. Tu l'as fait facilement. Tu n'as pas à te déplacer, c'est en ligne, tu la reçois chez toi. Il y a plein de gens qui se plaignent. Bref, refermons la parenthèse carte grise. Ils n'arrivent pas à le faire. Mais les papiers d'identité, ça c'est très clair. L'identité, n'en parlons même plus. Donc la conclusion, c'est que, alors, d'abord, il faut introduire, justement, comme on l'a fait, une numérisation de ces process. Ensuite, ça va libérer du temps. Ça va libérer du temps pour que les agents puissent, justement, aider ceux qui n'y arrivent pas. Ouais. Et donc, ça, c'est ça le progrès. C'est ça qui est humain. Ce n'est pas humain d'aller faire la queue à une mairie ou ailleurs pour aller faire sa carte grise. Attends, ce que tu dis, le numérique, il faut apprendre à l'aimer. Tu vas plus loin que la simple... il faut apprendre à l'aimer. Ben oui, aujourd'hui on le subit, alors qu'au contraire, on devrait dire, mais quel progrès, c'est fantastique. Ces métiers qui disparaissent, qui sont pénibles, je ne vois pas pourquoi on doit les défendre, si au contraire ils sont remplacés par des métiers qui sont encore plus humains. Et alors ça passe par un truc important, je vais te lire. Les techniciens du numérique, donc... Ce qu'il faudrait mettre en œuvre, c'est l'approche dite de mutation, comme tu dis. L'introduction des technologies numériques n'est alors que la composante instrumentale d'une reconfiguration du parcours pédagogique dans sa structure et son esprit. Et ça veut dire que les techniciens du numérique ne peuvent plus se contenter de sciences dures et faire l'impasse sur les humanités, la sociologie, la politique, la communication. Ils doivent devenir des spécialistes du comportement des usagers du numérique
autant que des experts du langage Alors, informatique. c'est fondamental, parce que c'est exactement la différence qu'il y a entre informatique et numérique. L'informatique, c'est une techno. Ça a automatisé des process, ok. Avant, on faisait une compta, il fallait une semaine avec 50 personnes. Maintenant, avec un ordinateur, tu le fais en un quart d'heure. Voilà, ça, c'est l'informatique. Le numérique, et c'est en ça qu'il faut l'appréhender différemment, c'est une révolution sociétale. Et donc là, à tous les moments de notre vie, le numérique est en train d'intervenir. Si on n'est pas prêt à l'utiliser, on ne va pas l'aimer. Et dans ce cadre-là, tu dis, interdire le portable à l'école, c'est une connerie. Alors voilà, ça c'est le truc qui va être le plus critiqué de mon livre, j'en suis sûr. Alors donc, l'interdiction du portable à l'école, interdiction de GPT, ChatGPT à Sciences Po, interdiction, j'entends maintenant le président de la République, et pourtant quand même quelqu'un qui est technophile. Ouais. Interdiction des écrans à la maison, on va les surveiller les écrans. Mais non. Tout ça, ça ne sert à rien. C'est même contre-productif. À condition que, évidemment, on sache s'en servir, qu'on sache l'utiliser à bon escient. Évidemment que je ne suis pas pour que les enfants se fassent du réseau social pendant que le prof est en train de faire son cours. C'est évident, c'est pas de ça dont on parle. En revanche, il y a des applications aujourd'hui qui te permettent d'utiliser ton smartphone comme un outil pédagogique. Et là, c'est autre chose. J'ai découvert ça, le mode collège. Absolument. Comme il y a un mode avion, le mode collège. Ah, tout à fait. Alors, Et ça, je ne savais pas que ça existait. C'est une start-up qui sera très heureuse que je la cite, qui s'appelle Modco. Et que je vais faire venir. Voilà. Ça m'intéresse. Vraiment, tu devrais. C'est très intéressant parce qu'il y a une touche Modco, comme il y a un mode avion. Et évidemment, là, le professeur prend le contrôle du smartphone. Et évidemment, on interdit certaines choses. C'est exactement ce qu'il faut faire. Et là, je fais référence à mon expérience de prof de maths. Dans les années 80, dans un lycée professionnel à Sarcelles, avec des élèves vraiment en difficulté, où nous avons introduit les calculatrices programmables. Et nous avons fait quelque chose d'extraordinaire, des élèves en difficulté, en train de programmer des problèmes difficiles. Tu dis, il t'est arrivé la même chose quand tu étais prof de maths, les calculatrices programmables, les profs se sont mis à dire oh, les élèves vont plus savoir compter, c'est pas possible, machin, etc. Et c'est et tout. exactement l'inverse. Parce que, contrairement aux idées reçues, pour utiliser correctement une calculatrice, il faut dominer parfaitement ces tables de multiplication. Parce que si je te fais 2315 fois 6514 et que tu me dis ça fait 120 milliards, je dis ah non, parce que moi je sais compter 2000 fois 6000, ça fait 12 millions. Et donc, de la même façon, pour le GPS, avant de donner à l'utilisation de la GPS, file des cartes à des enfants et qui se perdent de façon à ce que quand le GPS dit une bêtise, eh bien il te va dire ah mais non attends, c'est pas le bon chemin. Et on arrive à ChatGPT. C'est exactement la même chose. Je conteste l'idée que ChatGPT va tout remplacer, va remplacer l'humain. Non, parce que l'humain doit être assez mûr, assez formé pour comprendre quand ChatGPT dit une connerie ou pas. C'est pour l'instant ce que disent encore les chefs d'entreprise d'ailleurs, hein, puisque je parlais de ça, de l'IA en entreprise. L'idée c'était, ok, l'IA est plus forte que l'homme sur tout un tas de trucs, mais l'homme plus l'IA, c'est plus fort que tout. Ah là, voilà. Je signe. C'est exactement ça. D'ailleurs, quand on dit... je peux le citer, phrase du patron d'Edenred. Bah super, je souscris. Ouais. Quand tu entends Dr Laurent Alexandre dire, par exemple, que les développeurs vont disparaître, mais il me fait rire parce que je lui dis depuis des années, toi tu dis ça, et moi j'en recrute 1000 par an et il m'en manque encore 1000. Ce qui va disparaître, peut-être, un jour, c'est le développeur sans intelligence artificielle. Oui, voilà. Mais il y aura de plus en plus de développeurs qui sauront utiliser l'intelligence artificielle et qui vont gagner en productivité. Et donc là, on tombe sur ce truc qui t'embête un peu d'ailleurs, mais c'est l'homme augmenté. Oui. Et ça t'emmerde un peu parce que, pardon, ça t'embête un peu parce que, oui, mais bon, tu dis on est au bord du transhumanisme derrière, voilà, Elon Musk a mis une puce dans le cerveau d'un gars là. Et ça m'embête pas du tout, c'est que on revient sur ces questions de limites. Oui, voilà. je veux lutter contre ça. Moi, je suis contre le transhumanisme. Par contre, je suis pour un homme augmenté par sa formation, par son intelligence, ce qui est autre chose. Et par les outils numériques. Et voilà, un radiologue avec une intelligence artificielle va être super plus productif qu'un radiologue sans intelligence artificielle. Et c'est valable pour n'importe quel métier. C'est une chef d'entreprise aussi qui me disait autour du numérique sur les mômes avec le portable à l'école, elle disait mais tu sais, nous quand on était jeunes, on pouvait toujours regarder par la fenêtre. Hein. Si le cours du prof est pas intéressant, il sera pas intéressant que tu aies un portable. Ou que ça c'est encore à un autre niveau. Oui, mais non, parce que c'est le cœur du truc. En fait. C'est exactement ce que tu dis. Oui, il faut que les profs s'approprient ces outils. Il ne faut pas que ça soit vu sous l'angle négatif. Non, mais tu dis, attends, parce que tu le dis, il faut que tu le dises quand même, c'est du boulot.
Ah, Tu tapes un peu sur tes anciens collègues en disant il faut revoir tous les programmes. Bien sûr. Il faut changer les examens. Voilà, j'ai même employé un terme qui m'a été critiqué par mon épouse parce que j'ai parlé de paresse des profs sur les examens. Et je le revendique. C'est-à-dire que ça, c'est Alain Goudet, un prof de Néoma, qui l'a dit. Si ChatGPT réussit l'examen, il faut changer l'examen. Voilà. Comme on a fait pour les calculatrices. Voilà. On ne fait pas les mêmes problèmes aujourd'hui que ceux qu'on faisait à l'époque. Le temps tourne très vite. Métaverse Web 3. Oui. Alors là, tu restes à fond dedans. À fond. Mais oui, parce que... Alors, je sais, j'ai écrit 1 an et demi. Depuis, ça a été condamné. Mais depuis, c'est mort. Bien sûr. Mort. Mais oui, bien sûr, c'est mort. Comme Internet était mort en 2001. Quand, je discutais avec des gars de Carrefour, ça les faisait sourire. Oui, bien sûr. Dire, au fait, on a un terrain dans le métaverse. Vous n'y avez pas été. On a un magasin dans le métaverse. Alors, je vais quand même... Là aussi, je mets des conditions A. C'est ça qu'il faut retenir. D'ailleurs, c'est le sous-titre du livre. C'est 8 conditions. 8 conditions. Et en fait, où je suis vraiment, presque convaincu, c'est que le Web 3, avec ce qui le compose, la blockchain, les NFT, le métaverse, eh bien, ça deviendra incontournable un jour. Je ne sais pas quand, d'ailleurs. Je ne suis pas un futurologue. Bien sûr, il va falloir réguler ça. Non, c'est pas une question de régulation. Mais si, il faudra le réguler. En fait, c'est ça qui est passionnant d'avoir les deux, Guy. D'avoir ChatGPT et Metaverse. Il y en a un, tout le monde a compris tout de suite à quoi ça servait. Metaverse, il y a combien de temps que Zuckerberg a changé le nom de sa boîte ? J'ai toujours pas compris à quoi ça servait. Je vais te dire pourquoi. Parce que le Metaverse, il est très mauvais, encore. Technologiquement, il est mauvais. On s'est retrouvé avec des applications, avec des avatars qu'on voyait il y a 15 ans, 20 ans. C'est sûr, c'était du Atari. Donc, franchement, tant que ça sera ça, eh bien, ça ne marchera pas. En revanche, dans 5 ans, dans 10 ans, les technologies permettront d'avoir un métaverse qui sera beaucoup plus humain. Et à ce moment-là, tu verras. Tu crois qu'il y a une aspiration à une vie parallèle numérique ? Non. Je comprends, et c'est un système. Donc, pour l'industrie, le jumeau numérique, l'ensemble de ces éléments, il n'y a évidemment pas photo, mais c'est déjà fait d'une certaine manière. Je vais donner un exemple. Samedi, j'ai fait des courses avec ma femme. J'en pouvais plus. Et alors, je lui ai dit, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas sur Internet ? Elle me dit, non, j'arrive pas parce que je dois voir les nouveaux produits, etc. Et je lui ai dit, t'as raison. Le métaverse, ça te permettra de le faire. Tu te baladeras avec ton caddie dans un casino ou un Carrefour. Est-ce que ça vaut ? Parce que, alors c'est ça aussi que je vois avec les entreprises. Le truc qui est très intéressant là sur GPT qui est en train de monter, c'est la facture. Ça y est, là, des chefs d'entreprise me disent... Ah oui, on avait 70 POC, là, les gars, personne m'avait dit qu'on cramait 100 000 euros par semaine autour de ces proof of concept. Il y en avait 70, il n'y en a plus que 5, parce que la facture est là. Franchement, est-ce que ça vaut la dépense ? C'est un coût. Moi, je ne parle même pas d'impact carbone, je parle du coût. Non, mais j'allais te compléter ça en te parlant du coût d'impact carbone aussi, parce qu'aujourd'hui, c'est absolument disproportionné. Mais oui. Bah oui. Et alors, donc, on arrête le progrès pour ça ? Non, on arrête le progrès qui ne sert à rien. Ben non, qu'est-ce qui va se passer ? Et notamment le Bitcoin. Regarde, je sais que tu es un anti-Bitcoin. Mais c'est toi. Non, mais je suis anti-rien, moi, ça sert à rien. Bon. Et alors, c'est toi qui me l'apprends ? Une transaction Bitcoin nécessite 2265 kWh d'électricité, tandis qu'une transaction par carte bancaire, 0,0015 kW. Rapport de 1,5 million à 1. Ça, c'est Pitron qui m'a appris ça, Guillaume Pitron. Ah, tu l'as pas checké ? Je l'ai Je te fais confiance, moi. Je l'ai cité, Guillaume Pitron. Ah non, c'est archi-checké. Ah, c'est archi-checké. C'est archi-checké. Un type qui travaille là-dessus. Mais ça ne sert à rien. Très bien, c'est un outil de spéculation, ok, super, pourquoi pas. Mais ça ne sert à rien. Alors, donc il y a 2 choses dans tout ce qu'on propos. Le premier, c'est le coût, et le coût en gaz à effet de serre, etc. Non, c'est le coût rapporté à l'utilité. Oui, rapporté à l'utilité. Pour l'instant, c'est le cas. D'accord ? Mais tu connais le progrès, justement. Tout ça va nous permettre de diminuer tout ça. Et tu verras qu'on arrivera à un moment où ça sera tout à fait accessible et acceptable. Ensuite, il y a les problèmes que tu évoques. Alors là, le Bitcoin, la spéculation, etc. Ça, c'est encore un autre sujet sur lequel moi j'ai confiance et je suis convaincu que nous obtiendrons une utilisation du Web3 qui sera très intéressante pour l'humain. Utile ? Je vais te donner un exemple.
Je vais donner un exemple. Mais je veux un exemple de Bitcoin. Moi, à quoi le Bitcoin sert? Bitcoin- Non, je veux un exemple précis. Le Bitcoin, Il ne sert à rien à Pour personne. l'instant, Voilà, le c'est un Bitcoin- actif. Très bien. Oui. Mais j'ai rien contre la spéculation. Je vais être très clair là-dessus. Les gens savent tout à fait où ils mettent leur argent. J'ai aucun problème avec ça. moi, je défends pas le Bitcoin. Moi, je défends le Web 3. Le Web 3, c'est composé, je le répète, de blockchain, de NFT, de crypto-monnaie. Et ce que tu défends, de c'est métavers. l'authenticité que ça donne. Alors, justement, on Voilà. y arrive. Je donne un exemple de l'utilisation. Aujourd'hui, quand on fait de la publicité dans des radios, télé, évidemment, les publicitaires payent, les gens qui font de la publicité payent, et le modèle, c'est que la télé a des téléspectateurs. Aujourd'hui, quand toi, tu produis un article ou une photo, un film sur Facebook, tu ne touches rien. Eh bien, grâce à la blockchain et le NFT, tu pourras justement avoir une sorte de SACEM de chaque individu. Eh bien voilà un très grand progrès. Mais alors je voudrais justement, alors il y a énormément de choses dans le bouquin, on n'a pas le temps, j'ai pas fait la moitié de ce dont on aurait dû parler, vous irez le lire. Mais justement, je voulais finir avec ça. Je crois pas que tu en parles. Qu'est-ce que tu penses de cette idée très libérale qu'on soit propriétaire de nos données, que chaque individu Moi, je pense que du bien. contractualise avec Google, Microsoft, machin, etc. Évidemment. En fonction de son activité digitale et numérique. Mais je trouve que c'est tout à fait légitime. Je trouve que c'est tout à fait légitime. Nos données nous appartiennent. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut de la sécurité, qu'il faut de la souveraineté, parce qu'elles nous appartiennent et on ne veut pas qu'on en fasse n'importe quoi. Et c'est un capital. Et c'est un capital. Alors, je peux le donner gratuitement. Par exemple, aux médecins, je peux décider Tout à fait. que ce soit à la disponibilité des médecins. Mais si Google ou Facebook les utilisent, je ne vois pas pourquoi ce serait gratuit, puisqu'ils font du business avec. Et on revient à ce que je disais avant, parce qu'il va falloir avoir quand même une structure qui permette d'avoir l'appropriation de ces données. T'es d'un optimisme absolu. Non, si, parce que la grande phrase que tu répètes 3-4 fois, c'est le numérique porte en lui les solutions aux problèmes qu'il pose. Ça, je suis convaincu de ça. Or, sur la concentration, notamment, tu dis ChatGPT, c'est génial, regarde, ça rebat les cartes, ça rebat rien du tout. C'est Microsoft qui met une claque à Google, mais ça reste entre Microsoft et Google. Et Google, alors, je l'ai écrit un an. oui, tu l'écris. Voilà, mais Google a tremblé. Google tremble, Ah, mais tremble face à d'accord. Microsoft, tu comprends? Il tremble pas. Ouais, alors à l'époque, ce n'était pas encore Microsoft qui était très visible. Mais moi, je suis convaincu, et justement, quand on parle de souveraineté, etc., je pense que l'Europe devrait se lancer sur toutes les technologies qui ne sont pas encore mûres, comme celle-ci. Et on a beaucoup à faire sur l'intelligence artificielle générative qui nous permettrait de remettre en cause ces GAFAM. Et je raconte quand Rapidement. même cette histoire que j'ai maintenant 65 ans et qu'il y a 40 ans, le Google de l'époque, c'était IBM. Ah, ok, alors IBM, c'est devenu quelque chose de banal. Et tout ça est toujours parce que nous sommes dans ce secteur qui me donne autant d'optimisme de rebattre les cartes à chaque fois. Bon, mais Oui. juste, j'avais un mot de conclusion. Ah, mais oui, voilà, c'est ça. Le sujet, c'est qu'on est occupé à réguler, mon cher Non. Guy, pour revenir au début, Non. voilà, et moins à entreprendre et à innover. Merci Guy. Avec plaisir. Pour un numérique humain, donc allez regarder ça, 150 pages, très bien écrit, nickel. On apprend plein de choses. Le stylo à billes a mis 40 ans à être accepté, 30 ans à être accepté à l'école. Le stylo à billes. Allez, on se retrouve la semaine prochaine.